Il y a beaucoup de choses que tu peux faker. Tu peux faker les vues, des screens de combien tu gagnes, tes abonnés sur les réseaux, mais ton authenticité, ça se ressent. C'est ça aujourd'hui aussi qui va faire que tu vas réussir à créer de la connexion ou pas. Ça passe par l'émotion que tu arrives à donner directement aux personnes, par l'authenticité. Les gens le ressentent. Il faut que tu leur fasses vivre des émotions et que ton contenu leur fasse ressentir des choses qui sont profondes. Ils vont se relier à toi et ils vont se sentir connectés avec toi. Tu peux très bien faire beaucoup plus d'argent en ayant une plus petite communauté qui va toucher des personnes plus qualifiées qu'en étant un influenceur de télé-réalité. C'est un truc que vraiment on a souvent gardé secret. On en parle entre nous, mais on n'en a jamais beaucoup parlé aux autres. Si tu regardes cette vidéo, c'est très sûrement que tu as une expertise que tu aimerais monétiser. Ou peut-être même que tu t'es déjà lancé dans une activité de coach ou de prestataire de service, mais que tu as du mal à trouver des clients et que tu aimerais utiliser tes réseaux sociaux personnels pour cela. Si jamais c'est le cas, t'es au bon endroit, car dans cette vidéo, on va parler de personal branding et plus précisément du guide complet à suivre et à mettre en place pour développer un bon personal branding en 2024. À la fin de cette vidéo, tout ce qui touche autour du positionnement, de la stratégie de contenu que tu dois adopter, des différents canaux sur lesquels tu devrais pouvoir te focus et de la stratégie de diffusion et de conversion de ton contenu ne seront plus un secret pour toi. Bref, dans cet échange, tu vas retrouver des méthodologies et des stratégies concrètes que tu vas pouvoir implémenter dès la fin de cette vidéo. Et pour cela, l'équipe, aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Christopher. Comment tu vas, Chris? Yes. Bon, très bien et toi? Super bien. Je suis content qu'on puisse faire cette vidéo ensemble parce que c'est vrai, il y en a pas mal qui te connaissent pas forcément directement, qui me suivent sur la chaîne YouTube. Mais Chris, du coup, maintenant, ça fait à peu près un peu plus de 2 ans, il me semble, qu'on travaille ensemble au quotidien sur toute la partie personal branding des différents clients qu'on accompagne. Et aussi, du coup, toi, Chris, sur toute la partie vraiment pédagogie et accompagnement des membres du programme Personal Figures qu'on a développé. Et comme on en discutait en off, je pense que sur ma chaîne YouTube, ça manque un peu de contenu spécialisé sur notre expertise, la partie personal branding. Donc, le but de cet échange, c'est vraiment que tu puisses me poser toutes les questions que tu vois vraiment que les gens se posent le plus lorsqu'ils veulent développer leur personal branding et qu'à travers ça, on puisse leur donner un maximum de concret, d'implémentable pour pouvoir développer le leur. Yes, du coup, merci pour l'invitation sur la chaîne. Comme tu le sais, j'ai demandé à tous nos clients leurs plus grosses problématiques sur le personal branding pour qu'on puisse leur créer le guide le plus complet. Donc voilà, on va pas perdre de temps, je te pose les questions tout de suite et on avance. Du coup, question que tout le monde se pose, mais en Big 2024, si on doit recommencer de zéro, qu'est-ce qu'on fait pour lancer son personal branding? Je pense que déjà, ce qui est important, avant de faire quelque chose, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et de mettre de la valeur sur ce qu'on fait, parce que tant que cette chose-là n'a pas un certain niveau d'importance dans ce qu'on va mettre en place, on peut le négliger et on peut ne pas faire les actions en place. Donc je pense que la première chose avant de le faire, c'est vraiment d'élever son niveau de conscience sur pourquoi aujourd'hui c'est important. Pour moi aujourd'hui sur le marché, on peut voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui quittent leur salaire ou alors qui arrêtent les études pour pouvoir vivre pleinement de leur activité en tant qu'indépendant. Et ces personnes-là, très souvent, elles se redirigent vers 2 modèles. On va avoir beaucoup de personnes qui vont se rediriger vers l'industrie du coaching, donc des personnes qui vont se mettre en indépendant et qui vont vendre leur expertise, que ce soit du coaching sportif, lié à la musique, lié au business, développement personnel, etc., etc. Ou alors des personnes qui vont avoir une compétence technique et qui vont vendre donc du coup un service. Donc comme par exemple des community managers, des copywriters, des closers ou encore tout type de profession justement en indépendant. Maintenant, la problématique, c'est quoi? C'est que ces personnes-là, lorsqu'elles arrivent sur le marché, elles se disent qu'elles vont pouvoir directement trouver des clients juste parce qu'elles sont compétentes. Mais en fait, des gens compétents sur le marché, aujourd'hui, il y en a plein. Et ce qui va être dur, ça va être de se démarquer des autres et de faire en sorte de se dire pourquoi le client devrait travailler avec toi plutôt qu'avec directement une autre personne. C'est quoi l'élément différenciateur? Et surtout, comment tu vas pouvoir montrer à la personne directement que tu es la bonne personne pour pouvoir collaborer avec elle. Et ça, pour moi, la meilleure réponse, c'est le personal branding. Le personal branding, en fait, ça va être juste le fait de commencer à créer du contenu, à apporter de la valeur sur tes réseaux, sur ta marque personnelle, donc sur tes propres réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus s'identifier à une personne qu'à une entreprise. Et si jamais, sur du long terme, tu veux réellement développer ta boîte, etc., faire du corporate branding, ça peut être bien, mais quand tu démarres, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide d'aller toucher directement des personnes en parlant avec elles, parce qu'elles vont pouvoir avoir une connexion émotionnelle avec toi. Donc déjà pour moi c'est pour ça qu'aujourd'hui le personal branding c'est hyper important et ça va te permettre aussi que ce que tu vends ça ne va plus être une marchandise parmi tant d'autres mais ça va être une marque. Il y a une phrase de Donald Trump justement que j'aime beaucoup là-dessus qui dit que si jamais ton produit n'est pas une marque c'est juste une marchandise parmi plein d'autres. Et une marchandise on va à la différence d'une marque pas l'acheter parce que c'est la marque et donc on va toujours chercher à négocier et à avoir le moins cher.
Alors que dès lors que ce que tu fais devient une marque, et donc il y a un branding autour, les gens voudront travailler avec toi plutôt qu'un autre. Donc pour moi, la première étape, c'est déjà de savoir pourquoi tu le fais, et une fois que tu sais pourquoi tu le fais, c'est justement là que tu vas pouvoir commencer à mettre des actions en place. Moi, c'est quelque chose qui me parle, mais du coup, je vais te poser une question tout à fait... Quoi mettre en place? Plus que quoi mettre en place, déjà, quel est l'outil, quelle est la plateforme sur laquelle on va démarrer pour se lancer, du coup? Ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, quand on démarre, il va y avoir 2 choses pour moi qui vont être indispensables. En fait, pour trouver la plateforme sur laquelle tu vas te focus. Aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités. On peut se dire par exemple qu'il y a TikTok qui a une très grosse viralité et qui peut être un super canal. Il y a Instagram qui est beaucoup plus mature comme plateforme. Il y a par exemple YouTube où c'est pour moi la meilleure chose sur du long terme quand tu veux développer une communauté. Il y a Thread, il y a X, etc. On peut vite être perdu avec tout ça. Donc en fait, pour savoir sur quoi tu devrais te positionner, il y a uniquement 2 variables à regarder. Première variable, ça va être où est-ce qu'est ton avatar client? Où est-ce qu'il est? Parce que le contenu que tu vas créer va devoir être adapté par rapport à la personne que tu vas viser. Donc, ce qu'il va falloir faire pour ça, c'est aller regarder où est ta cible, sur quelle plateforme, sur quel réseau social, est-ce qu'ils sont sur LinkedIn, sur Insta, sur Twitter, peu importe, et créer du contenu orienté sur une de ces plateformes-là. La deuxième chose pour moi, ça va être aussi de créer du contenu sur une plateforme qui matche avec ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est quoi? C'est la zone en fait où tu as un avantage concurrentiel et où pour toi, c'est beaucoup plus simple que pour les autres. Par exemple, typiquement, il y en a qui sont super bons pour faire des vidéos en facecam et qui sont hyper à l'aise à l'oral naturellement, pour des formats très courts et hyper dynamiques. D'autres sont bien meilleurs pour rentrer dans de l'analyse approfondie sur YouTube. D'autres encore sont nuls dès qu'on parle de caméra ou quoi, et sont très très bons pour faire du contenu à l'écrit, donc par exemple sur LinkedIn ou sur X, etc. Donc, 2 variables à prendre en compte, où sont tes clients et où est-ce qu'est ta zone de génie pour définir ton format de contenu. Et à côté de ça, voir sur le marché comment tu vas pouvoir te positionner. Est-ce que tu vas être la personne qui va apporter du contenu full valeur et te démarquer par la valeur que tu vas transmettre et la qualité de l'information? Est-ce que tu vas mélanger par exemple de la vulgarisation ou du divertissement avec la valeur que tu apportes? Est-ce que par exemple tu vas avoir un concept, quelque chose un peu qui va se démarquer, mais ça va être quoi, on va dire, ta valeur ajoutée en termes de contenu qui va te permettre de te démarquer des autres personnes sur le marché? Pour moi, c'est vraiment ça la base pour définir sur quel réseau tu vas te positionner. Plus que le réseau, du coup, lorsque tu te lances, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, mais je sais pas quoi faire », tu sais, un peu le syndrome de la page blanche. Ouais. Et nous... Il y a le syndrome de l'imposteur aussi. Le syndrome de l'imposteur, syndrome de la page blanche, c'est toujours hyper compliqué. Le day one, c'est toujours le jour le plus compliqué, en fait, pour créer On peut aller sur les 2 syndromes, hein, on peut les... C'est clair. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est déjà de savoir, OK, toi, où est-ce que tu vas puiser tes idées de contenu? Parce que, OK, tu as trouvé ta plateforme, on sait où est-ce qu'on va poster, mais qu'est-ce qu'on doit poster? Comment on fait pour trouver des idées de contenu? Comment toi, tu gères ça? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un très bon créateur de contenu, pour moi, c'est aussi un très bon consommateur. Donc, en fait, ce qui va être important de faire, ça va être d'analyser et de faire une étude de marché. Concrètement, quand je parle d'étude de marché, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est aller regarder qui sont les personnes dans ta niche qui font du contenu qui performent. Qui sont les personnes dans ta niche qui sont en plein développement, qui ont une réelle croissance sur leur réseau, et qu'est-ce qu'ils mettent en place ces personnes-là. Et là, très rapidement, tu vas voir que potentiellement dans ta niche, il y a certains types de contenus qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a certains types de sujets qui fonctionnent mieux que d'autres. Et en fait, l'erreur que la plupart du temps les gens font, ça va être de vouloir trouver une idée créative depuis une plage blanche sur le contenu qu'ils vont faire, et en fait, d'aller adapter un peu le packaging par rapport à eux qui y sont. Alors ce qu'il faut faire en réalité, c'est reprendre les mêmes sujets qui performent déjà sur le marché, et les faire par contre avec ta touche personnelle, on va dire ta vibe directement, ce qui va te permettre de te démarquer directement des concurrents. Mais ne cherchez pas à inventer, à trouver quelque chose de nouveau ou quoi, non. Prenez des sujets qui marchent déjà et adaptez-les dans un format où vous allez pouvoir vous démarquer. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle, et ça, j'en parlais déjà depuis, je crois que ça fait 6 ans j'en parle, c'est les BPP, c'est les Best Performing Posts, et c'est toujours, et ça sera toujours ça. C'est quels sont les contenus qui marchent le mieux sur le marché. Moi, par exemple, il y a une anecdote que je répète souvent là-dessus. Sur cette chaîne YouTube, la 2e vidéo qui est sortie, ou la 3e, je sais plus, la 3e, elle a fait plus de 400 000 vues. Pourquoi? En organique, 100%, pas de pub, rien. Alors que la première, je crois, ou la 2e, elles avaient fait genre 2 ou 3 000 vues. Quelle est la principale différence? Les 2 premières vidéos, j'ai fait des vidéos juste basées sur ce que moi je voulais faire et des sujets qui moi me plaisaient. Des vidéos un peu égoïstes là-dessus. La 3e vidéo, je suis allé regarder sur les autres chaînes YouTube, j'ai vu que toutes les vidéos qui parlaient de comment se faire certifier sur Instagram à l'époque explosaient, et je me suis dit, bah si à chaque fois que quelqu'un en parle ça marche, c'est qu'il doit y avoir du trafic sur justement cette recherche-là, et donc que si jamais j'en parle, peut-être que je ferai pas autant de vues qu'eux, mais j'en ferai sûrement plus que sur mes autres vidéos. Je l'ai fait,
quelques mois après, la vidéo elle a explosé et elle a fait des centaines de milliers de vues. Et je pense que c'est important sur du long terme de faire du contenu qui nous parle et qui nous plaît, mais je pense qu'au tout début, quand on recherche vraiment de l'acquisition client et qu'on recherche purement de la performance, je pense que c'est mieux de d'abord se baser sur du contenu que le marché veut, et ce sera toujours beaucoup plus simple à travers ça de pouvoir avoir de la visibilité et des clients. Clairement. Et puis, comme on dit, les grands artistes copient, les génies volent. C'est ça. L'idée, c'est pas de copier le contenu que fait une autre personne, mais c'est réussir à voler l'essence du contenu pour que lorsque nous, on l'implémente, les gens se disent « Ouais, en fait, l'idée originale venait de lui, parce que c'est tellement bien fait que... » Et pour ça, j'ai un très bon tip qui peut être mis en place, que moi, personnellement, j'utilise. C'est en fait, aujourd'hui, on est tous accros aux réseaux sociaux. On va pas se mentir, et j'en parlais, tu sais, même avec Taylor là, hier, sur le fait, en fait, qu'aujourd'hui, tu prends quelqu'un, que ça soit un étudiant ou un multimilliardaire, les deux sont accros en réalité aux réseaux sociaux. Et la part des gens, ils s'en rendent pas compte. Ils pensent que les personnes qui ont atteint un certain niveau de succès financier, multimillionnaires, milliardaires, ce que tu veux, qui sont pas sur leur téléphone, qui sont différents. Mais non, ils sont exactement pareils. Quand ils vont aux toilettes, ils sont sur leur tel en même temps. Quand ils se réveillent le matin, ils ont envie d'aller sur leur téléphone. Quand ils sont entre deux trucs, ils scrollent sur les réseaux. Et c'est exactement la même chose. Et en fait, ce qu'il faut se dire à travers ça, c'est qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est tous accros à ça, comment l'utiliser à notre avantage quand on veut produire du contenu. Moi, personnellement, j'ai essayé de mettre des limites. J'ai essayé, tu sais, les trucs de mettre ton écran en noir et blanc, de te bloquer un temps par jour, et sinon, il faut mettre un mot de passe. Mais à chaque fois, je le mets le mot de passe, ou à chaque fois, je vais trouver des moyens de contourner. Donc après, je me suis dit comment utiliser ce vice-là à mon avantage, et pas essayer de limiter ma consommation, mais essayer de la rendre utile pour que plus je consomme, meilleur je sois. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est deux choses différentes. Premièrement, c'est de suivre quasiment uniquement des comptes qui sont dans mathématiques, qui sont dans ma niche en France, aux États-Unis, et donc qui va faire que même dès que je scroll ou que, entre guillemets, je perds du temps, mais en fait, en réalité, je monte en compétences, je m'éduque et je fais de la veille de marché. Et à côté de ça, en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, dès que je vois une vidéo passer qui est intéressante, c'est par exemple sur Instagram, tu peux enregistrer, mais dans des albums ou des albums partagés. Mais en fait, à chaque fois, je vais sauvegarder les vidéos qui sont des idées de contenu, je vais les mettre dans un album avec typiquement le type de format d'idée de contenu. Mon monteur va avoir accès directement aussi à cet album-là partagé, et dès que je vais mettre une nouvelle vidéo, après avec un petit process, il va pouvoir prendre cette vidéo-là, par exemple, la mettre dans le Notion, et directement passer au montage dessus avec un drive où il y a justement tous les différents plans que j'ai, dont il va pouvoir utiliser. Et à travers ça, ça me permet d'un côté que plus je passe du temps sur les réseaux, plus j'ai des idées de contenu, plus ces idées de contenu-là, du coup je les mets, et plus derrière il y a le process en place pour pouvoir les implémenter, et plus je crée du contenu qui peut être pertinent et qui est adapté au marché, tu vois. Donc vraiment, c'est ne pas essayer de contrer son vice, mais plutôt de l'utiliser pour devenir meilleur. Là, c'est parfait, tu me fais une passe décisive magnifique pour la suite. C'est du coup, c'est quoi l'équipe idéale qu'il faut pour pouvoir développer son personal branding? Est-ce qu'on peut le faire seul? Est-ce qu'il faut le faire en équipe? Quelle est l'équipe type qu'il faut? Pour le coup, je connais la réponse parce qu'on le fait ensemble, mais c'est intéressant que je puisse partager ta vision là-dessus, puisque je sais qu'elle a pas mal évolué entre quand tu as commencé et aujourd'hui. Je pense que déjà la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de personal branding et de contenu, tout le monde va absolument tout déléguer. Et tout le monde se dit, je vais prendre une équipe qui vont tout faire à ma place, ils vont tourner les vidéos, me faire les scripts, les posts LinkedIn, etc. Tu peux le faire, mais ta personal brand ne sera jamais hyper puissante. Pourquoi ? Parce que dans personal brand, il y a personal. C'est toi, c'est ta personne. Et si jamais tu arrêtes de donner de ta personne et qu'il n'y a pas cette énergie-là, tu vas juste être un énième créateur de contenu qui va faire les mêmes vidéos que tout le monde. Et en fait, même en dehors des sujets, on va pas ressentir l'essence justement que tu as, qui fait la différence et qui font que les gens vont créer une réelle connexion émotionnelle. Et aujourd'hui, la question c'est, est-ce que tu veux être un créateur de contenu qui crée du contenu dans des domaines, mais avec qui les gens n'ont pas de connexion émotionnelle et qui fait juste des vues, ou est-ce que tu veux être une personal brand à laquelle les gens s'attachent, et donc si jamais il y a cette connexion-là émotionnelle, il y a de la confiance, et la confiance, ça va pouvoir mener directement à des ventes. Donc déjà pour moi la première chose c'est que si tu veux faire du personal brand, fais-le vraiment et aie conscience qu'il va falloir que tu y mettes du tien, et ça va être important si tu veux pouvoir te développer à grosse échelle. Après pour ce qui est de l'équipe, pour moi tout est une question de à quel niveau t'es et de ce que tu peux te permettre ou pas. Si jamais tu démarres tout juste, que tu as ton activité de coaching qui vient de se lancer, je te recommanderais pas de passer par une agence ou de passer par une équipe pour tout gérer. Tu peux très bien le gérer de manière aujourd'hui seul. Tu as plein d'outils, tu as plein d'IA qui te permettent de créer du contenu aussi très facilement, de trouver des idées de contenu. À côté de ça, de pouvoir faire des montages avec des logiciels, typiquement des outils qui vont te permettre de faire du montage avec genre tu sais directement les sous-titres automatisés, etc. D'ailleurs pour ça il y a un outil que je recommande, que je vais leur mettre directement dans la caption, qui est super pertinent. On pourra leur mettre les différents IA ou les différents outils qui sont les plus utiles quand vous créez du contenu par vous-même. Et à côté de ça, bien évidemment, si tu es développé, si jamais tu as déjà une boîte qui tourne bien et que tu veux t'entourer, ça va être bien sûr de recruter une équipe
et de faire appel à des personnes compétentes. Clairement. Deux En gros... résumé, de nous envoyer un message, vous pouvez me DM sur Instagram avec Chris, on fera un plaisir de pouvoir vous aider là-dessus si vous êtes dans cette étape-là. Clairement. Moi, j'ai deux grosses questions là. Ouais. Par rapport à ce que tu disais, tu parlais d'agence, tu parlais d'internaliser. Là, c'est une question ultra touchy parce qu'on a eu une agence. Aujourd'hui, on conseille à certaines personnes d'internaliser. On a quand même des agences partenaires avec lesquelles on travaille. Agence versus internalisation, c'est quoi ton point de vue sur la question? À qui tu conseillerais d'aller vers une agence? À qui tu conseillerais d'aller vers de l'internalisation? Pourquoi? Comment? À quel prix pour pas se faire arnaquer? À partir de quel prix on peut se dire, bon, c'est un peu... voilà. Alors, moi, ce que je recommande, comment je vois les choses, c'est au début, quand tu démarres, ça sert à rien de passer directement par une agence, à moins que tu aies vraiment, on va dire, très très peu de temps à allouer, etc. Et dans ce cas-là, tu peux passer directement par cette étape-là. Mais au début, ça va être bien de passer en direct avec des prestataires pour limiter les coûts et pouvoir commencer à lancer ta personal brand, être proche de tes équipes et faire en sorte qu'il y ait déjà du contenu qui est sorti, avoir cette proximité-là et te lancer rapidement. Une fois que tu commences à avoir des résultats, ça peut être intéressant à ce moment-là, dans une deuxième étape, de passer par une agence qui va pouvoir réellement te permettre en fait d'aller un step au-dessus, de pouvoir aussi faire en sorte qu'il y ait de vrais process pour avoir plus de rigueur et de constance dans ta création de contenu et de passer encore une étape. Et après, pour moi, la troisième étape et l'étape finale, effectivement, ça va être d'internaliser, parce qu'à la fin, lorsque tu es client d'une agence, tu es toujours un client parmi plein d'autres. Et si jamais tu veux vraiment développer une personal brand, à la par exemple Iman Gadzhi, Hormozy ou ce genre de profil-là, Yomi, etc., il va falloir que tu aies une équipe qui mange, qui dorme, qui fait tout, justement, ton personal branding et qui est focus réellement là-dessus. À la fin, si tu veux passer un step, tu es obligé, peu importe quel que soit le poste. C'est la même chose pour ton équipe commerciale. Tu peux passer au début par une agence ou par des prestats, mais à terme, si tu veux avoir un vrai pôle commercial, tu dois internaliser. C'est exactement la même chose pour le contenu. Donc pour moi, je dirais step 1, tu passes par des prestats pas trop chers, tu te lances et tu commences par toi-même à avoir des choses. Step 2, tu passes par une agence. Step 3, tu internalises. Ok, très clair, très clair. Ces agences, ces prestats, faut pouvoir évaluer s'ils sont performants pour savoir si on continue de bosser avec eux. C'est pas simplement si le contenu nous plaît ou pas. Tu le disais aussi tout à l'heure, y a beaucoup de créateurs de contenu qui se basent uniquement sur les vues. Et l'un de nos clients nous l'a assez bien répété et il a fait une vidéo sur le sujet que j'adore où il dit les clients, c'est pas des leads en fait. Ouais. Les vues, pardon, c'est pas des leads. Et les clients, c'est pas forcément... C'est pas parce que tu fais 1 million de vues que tu as 1 million de clients. Exactement. Et donc du coup, c'est contraire, quoi toi ce que tu regardes du coup? Je sais que il y a une vidéo que tu prépares où tu compares un peu ta communauté à un PIB, mais si les vues c'est pas une métrique fiable pour évaluer son personal branding, toi tu te bases sur quoi? Ça, on peut en parler très rapidement de la notion de PIB. En fait, ce que j'aime bien dire à travers ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as une communauté, c'est comme si tu étais président un peu de ton pays, tu vois. Et après, tu peux avoir différents types de stratégies. Ton pays, tu peux viser à que ça soit par exemple la Russie, genre le plus grand pays du monde. Ou alors, tu peux miser d'avoir, alors, je sais pas, le plus d'habitants possible, même si tu as une population qui est extrêmement pauvre. Ou alors, par exemple, tu peux viser d'être Monaco et d'avoir très peu de population, mais d'avoir un PIB par habitant, donc du coup, qui va être énorme, tu vois. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. J'ai eu la ref, tu l'as aussi ou pas? Il n'y a pas de bonne. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise. Et on mettra extrait. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Non, et ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, donc du coup, il faut définir sa strat. Et aujourd'hui, la part des gens sont basés uniquement sur le métrique de vue, alors que pour moi, ce que j'ai vraiment étudié en fait dans une communauté, et pour comparer qui a la personal brand la plus puissante en termes de communauté, ça va être si on prend et on additionne le pouvoir d'achat de tous les membres de ta communauté versus par exemple la mienne ou de telle personne, qui a la communauté qui a le plus gros pouvoir d'achat cumulé. Et qui, à côté de ça, a la communauté qui a l'autre variable aussi, la plus grosse connexion émotionnelle avec toi et qui te fait réellement confiance. Pour moi, c'est vraiment ça les deux variables à analyser. Et en fait, aujourd'hui, il y a des communautés où même moi, par exemple, je le vois sur ma commune, tu vois, je vais pas être la personne la plus virale comparé à plein d'autres personnes qui sont dans le milieu. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup plus de vues, qui vont en toucher beaucoup plus de personnes, mais qui ne vont pas toucher les mêmes personnes. Et des fois, ne pas faire plus de vues, c'est pas forcément un mauvais signe, parce que les contenus qui vont faire plus de vues, c'est des contenus qui sont plus mass market. Et les gens, quand ils sont à un certain degré de conscience et à un certain niveau dans le business, ils veulent pas regarder du contenu aussi mass market, ils veulent regarder du contenu qui est plus profond, qui les touche. Donc en fait, tu peux très bien faire beaucoup plus d'argent en ayant une plus petite communauté qui va toucher des personnes plus qualifiées qu'en étant un influenceur typiquement de télé-réalité. Il y a combien aujourd'hui d'influenceurs typiquement qui ont des millions d'abonnés, mais qui gagnent beaucoup moins
que par exemple même des infopreneurs qui sont dans des niches spécifiques. Par exemple, tout à l'heure, la personne que tu citais, typiquement Jérémy qu'on accompagne, Jérémy Coleman, lui, il a une petite communauté, mais pourtant, je sais qu'il fait vraiment des dizaines de milliers d'euros chaque mois à travers ses réseaux sociaux en organique, tu vois. Clairement. Parce que justement, il touche une audience qui est qualifiée, et parce que il crée de la confiance, il crée de la connexion et tout ça. D'ailleurs, si jamais ça vous parle, la notion justement de comparer sa communauté, son personal branding à un PIB, à un pays, et comment concrètement la développer beaucoup plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, et on vous fera une partie 2 où on rentrera dans le détail de tout ça. Tu m'as parlé de... Lorsque tu parles de tout ça, moi j'aimerais aussi rajouter le passage à l'action. Je pense que c'est ultra important, une communauté qui passe à l'action plutôt qu'une communauté passive. Je prends des communautés comme tu le disais. Moi j'aime bien l'exemple de Lena Situation. Lena Situation, effectivement, elle a peut-être pas la plus grosse communauté, bien que en francophonie, quand même costaud, hein. Voilà, c'est costaud, etc. Moi ce que j'aime dans la communauté de Lena Situation, c'est peut-être la communauté qui passe le plus à l'action. Elle va à Bruxelles, elle les fait sortir. Elle va à Paris, elle les fait sortir dans la rue, etc. C'est hyper impressionnant. Et comme tu le disais, plus que tout ça, comment tu fais passer du coup ta communauté à l'action? Toi, tu me parles de connexion émotionnelle, justement. Encore une fois, belle transition. Comment tu crées cette connexion émotionnelle, justement, pour faire passer les gens à l'action C'est comme dans personal branding, il y a personal. Dans connexion émotionnelle, il y a émotion. Si jamais tu veux créer de la connexion émotionnelle avec des gens, il faut que tu leur fasses vivre des émotions et que ton contenu leur fasse ressentir des choses qui sont profondes, tu vois. Des choses qui vont leur faire toucher un degré chez eux, qui vont faire qu'ils vont se relier à toi et ils vont se sentir connectés avec toi. C'est comme par exemple, genre, tu sais, des fois, dans certaines musiques, où il peut y avoir un passage qui va te toucher, genre, profondément. Ça peut être à travers les paroles, à travers la vibe, ça peut être parce que ça te rappelle un souvenir, etc. Mais ça va t'ancrer une émotion en toi qui va faire que cette musique-là, elle va être spéciale pour toi, et tu pourras la réécouter même dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a quelque chose de spécial chez cet artiste-là ou chez cette musique-là, tu vois. Alors que t'as d'autres musiques qui peuvent être des musiques très commerciales, qui des fois, on va dire, il y a un hit en ce moment qui est à la mode, et après, en fait, c'est un peu du fast-food de musique. Après, tu passes au prochain hit, etc. Et toutes les semaines, t'écoutes un peu le nouveau son à la mode. Mais il y a certaines musiques, genre, tu vois, tu sais, qui restent et qui te transportent un peu dans ta vie, etc. Et je pense que c'est la même chose pour les créateurs. Et je pense que du coup, ça passe par l'émotion que t'arrives à donner directement aux personnes. Je pense que ça passe aussi par l'authenticité. Les gens le ressentent, tu vois. Il y a beaucoup de choses que tu peux faker. Tu peux faker les vues, tu peux faker des screens de combien tu gagnes, tu peux faker tes abonnés sur les réseaux, mais ton authenticité, tu peux pas la faker. Ça se ressent. Quelqu'un qui te mytho, qui te regarde dans les yeux, qui te mytho, quelqu'un qui exagère, quelqu'un qui n'est pas à l'aise, tu le ressens. On a un sens où directement on le ressent quand quelqu'un fait ça. Et donc je pense que c'est ça aujourd'hui aussi qui va faire que tu vas réussir à créer de la connexion ou pas. C'est à quel point les gens sentent justement que t'es authentique, que t'es toi-même, et que plus t'es toi-même et plus t'es authentique, plus les gens vont se reconnaître en toi, et plus du coup tu vas connecter avec eux. Et après, le dernier point pour moi, c'est aussi la constance. Tu parles d'une Lena, pourquoi les gens sont prêts à se déplacer comme ça et pourquoi elle a réellement des fans? Parce qu'il y a des personnes, comme typiquement un Iman dans l'entrepreneuriat, parce que ça fait des années qu'ils suivent cette personne-là. Ils ont grandi avec elle en quelque sorte. Tu vois? Ils ont grandi avec elle, c'est comme avec un artiste à travers des albums, etc. Ils ont grandi avec, donc ça fait partie intégrante limite de leur vie, tu vois. Et donc je pense que la connexion, elle vient aussi le fait que tu as transporté un peu des personnes, une génération, ce que tu veux avec toi. Et c'est pour ça que le meilleur moment pour commencer à le faire, c'était peut-être hier, ou il y a 1 an, ou il y a 5 ans. Mais le deuxième moment, c'est maintenant. Les années, elles passent vite, tu vois. Genre, moi, je le vois, je dis ça du haut de mes jeunes 23 ans, mais les années, elles passent très très vite. En réalité, l'année dernière, tu vois, c'est passé comme ça. Donc en fait, si tu commences à créer du contenu dès maintenant, déjà quand tu auras 1 an, 2 ans, 3 ans de track record avec ta communauté, tu vas voir en fait que ça va passer assez vite. Et en réalité, qu'à ce moment-là, tu pourras avoir des gens qui vont être très connectés avec toi. Et une fois que tu as une communauté qui est vraiment connectée avec toi, moi, ce que je dis souvent, c'est que tu ne pourras plus jamais être pauvre en fait. Tu pourras toujours développer un service, une offre, faire des partenariats, des choses, mettre en place des idées business qui vont te permettre de gagner ta vie. Clairement. Avoir une communauté, de toute façon, c'est un asset. C'est bien pour ça que... C'est plus puissant. C'est clairement... plus puissant de tout. Hein. Et c'est bien pour ça qu'en fait, les influenceurs, quand on les contacte, on leur demande l'envergure de leur communauté et l'engagement de leur communauté. C'est bien la preuve que c'est un asset. Si ça n'était pas un, ça ne vaudrait pas de l'argent. Il y a souvent des gens que j'entends dire qui disent « Oui, mais les gens qui sont vraiment riches, ils se montrent pas. » Moi, je dirais plutôt que les gens qui sont vraiment riches, ils se montraient pas. Ou les gens qui sont devenus riches, justement, à l'époque et qui sont partis de rien, peut-être qu'ils se montraient pas parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, si jamais tu compares les gens qui sont réellement devenus riches, je parle des gens qui partent de zéro, je parle pas des gens qui héritent, etc. et tout,
je pense qu'il y a une grande majorité qui sont devenus riches notamment et que ça a contribué le fait qu'ils fassent du marketing digital et qu'ils utilisent justement les réseaux sociaux pour ça. Et je pense que c'est en train de se transformer et tu le vois par exemple dans la nourriture avec Feastable avec MrBeast, tu le vois dans les déodorants avec la nouvelle marque qu'ont lancé Logan Paul ou Jake Paul, je sais plus c'est lequel des deux frères, je les confonds toujours, mais qui est en train de cartonner aux US. Tu le vois avec la marque de tequila qu'a lancé par exemple Kendall Jenner. Tu le vois avec la marque de boisson aussi qu'a The Rock. Tu le vois avec l'homme le plus riche du monde ou le deuxième le plus riche du monde, Elon Musk, qui fait du personal branding à fond. Genre, il y a un vrai changement de marché et ces personnes-là sont en train vraiment de reprendre le contrôle par rapport aux anciens. C'est comme par exemple aujourd'hui, les youtubeurs reprennent le rôle des animateurs télé, tu vois, ou commencent à être invités sur les plateaux, ou alors ils leur prennent l'audience, tu vois. Et ce phénomène-là, il va faire que s'accentuer. Et souvent, on a l'impression que les réseaux sociaux, ça fait très longtemps que ça existe, mais en fait, à échelle de un peu humanité, etc., c'est tellement récent. Ça fait quoi ? Ça fait 15 ans qu'il y a les réseaux sociaux. Ça fait environ une quinzaine d'années. Donc en fait, les réseaux sociaux, ça va être fait pour durer. Et moi, je fais souvent le parallèle avec le Bitcoin. Moi, je crois à fond à la crypto, je crois à fond au Bitcoin, etc. Mais souvent, on parle d'opportunités générationnelles sur le Bitcoin. Moi, je pense que ça l'est tout autant avec les réseaux sociaux, parce qu'entre les deux, s'il y en a un où c'est sûr à 100% que ça va toujours rester, ça peut évoluer, mais ça va toujours rester, c'est les réseaux. Et le fait de développer une communauté, ça fait que depuis 15 ans qu'il y a les réseaux sociaux, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura toujours. Et les personnes qui auront commencé maintenant, elles auront un avantage qui sera tellement dur à rattraper. Mais bien sûr, et puis même si on remonte un peu l'histoire, moi j'aime bien dire que de toute façon, dans la vie, on n'a jamais rien inventé, on a juste modifié ce qui existait déjà. Tu regardes Bernard Tapie, ce qu'il faisait, c'est du personal branding. Hein. Tu regardes, très fort, Bernard Tapie. Tu regardes, comment il s'appelle, Steve Jobs à l'époque, le fait de faire des conférences solo, de montrer sa tête partout, c'est du personal branding. Même le patron de Microsoft, comment il s'appelle, Bill Gates à l'époque, Bill Gates qui va faire des conférences et tout. À contrario, on demande à la communauté, dites-nous ceux qui savent. C'est qui le patron de Google, ils savent pas. Donc c'est bien la preuve que le personal branding ça existait déjà avant, que là les réseaux sociaux ça a créé, comme tu dis, une opportunité de marché incroyable et ça exacerbe cette opportunité là, et qu'aujourd'hui ne pas y être, dire que c'est une erreur, ça serait gros, mais dire qu'on loupe une opportunité, je pense qu'on peut pas être plus réel qu'en disant ça, ouais. C'est sûr et certain. Il me reste très peu de questions à te poser, mais des questions qui vont être assez j'espère que tu vas rentrer dans le deep en tout cas. J'espère que tu vas rentrer dans le deep. On a parlé beaucoup d'évolution sur les réseaux, de marques de succès. Est-ce que tu considères qu'un mec comme Andrew Tate, comme un mec comme Alexis Chen, comme toute cette catégorie d'infopreneurs et de créateurs de contenu, disons, est-ce que tu considères qu'ils ont un personal branding successful ? Si oui, non, sinon, pourquoi ? Si oui, pourquoi plutôt ? Bien sûr, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Alors, tu me poses la question, c'est qu'ils sont suffisamment successful, je dis correctement, pour qu'on en parle. Parce que ça fait débat. Donc moi, je pense que, bien sûr que je respecte énormément ce qu'ils ont fait, et bien sûr que des personal brands comme ça qui sont clivantes, ils ont compris énormément de choses, et au contraire, c'est vraiment des masters dans l'art du personal branding. Après, est-ce que moi, j'aimerais avoir leur personal brand, ou est-ce que je recommande aux gens qui se lancent d'avoir les mêmes propos qu'eux, ou de s'orienter sur les mêmes choses ? Clairement, non. Mais est-ce que eux, par rapport à ce qu'ils font, ils l'ont bien fait ? Bien sûr que oui. Totalement. Et en plus... Alors là justement, je te lance sur... C'est un truc que vraiment on a souvent gardé secret, on en parle entre nous, mais on n'en a jamais beaucoup parlé aux autres. C'est le dernier niveau du personal branding. C'est-à-dire lorsque tu as atteint un step de ouf, tu es tout en haut, le dernier niveau, l'AFI, en fait, l'affiliation dans le personal branding, lorsque tu vas créer des pages fans, etc. On a eu l'occasion de tester ensemble. Est-ce que tu peux avant de passer limite au dernier niveau, je pense limite on peut parler aussi de la partie plus conversion, tu vois. Pour vraiment cette étape-là de comment faire maintenant... une fois que tu as développé ton contenu sur les réseaux pour justement convertir tes premiers clients, tu vois. Je pense que ça peut être un sujet qui peut être intéressant parce que je vois aujourd'hui, tu sais, je parlais des formats de contenu et que tu devrais te lancer sur la plateforme qui te correspond le plus, mais je pense que quand même aujourd'hui, moi ce que je recommande à la part des personnes, et c'est ce qu'on recommande dans le programme, c'est aujourd'hui tout de même, il y a une opportunité aujourd'hui quand même, c'est vrai, sur le snack content. Le snack content, c'est le format qui te coûte le moins cher, qui va te permettre d'avoir le plus de résultats explosifs, etc. Moi, ce que je recommande en termes de format, ça va être de démarrer aujourd'hui par du snack content principalement. Et après, une fois que tu as pu développer une base de communauté grâce à ça, d'aller directement pouvoir transitionner donc du coup sur par exemple du YouTube. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de puissant avec des plateformes après comme YouTube, c'est que c'est des plateformes qui ont des barrières à l'entrée qui sont dures, mais c'est des plateformes qui, une fois que tu es installé dessus, moi j'appelle ça un peu YouTube de l'immobilier digital. Parce que tu peux sortir des vidéos et elle continue de faire des vues en fait à travers les recherches, le SEO et tout, même des mois, des années après. Et donc elle continue de te ramener des leads, tu vois.
Et aujourd'hui, l'idée, c'est de d'abord à travers le snack constituer ta base de clients, pouvoir onboarder justement ces premiers clients-là, et une fois justement que tu as tes premiers clients, de pouvoir réinvestir sur un autre réseau social directement complémentaire, tu vois. Et après ça, effectivement, on peut passer au dernier niveau, par exemple, l'affi ou quoi. Il y en a beaucoup qui réfléchissent à est-ce que je devrais faire directement de l'affiliation ou pas. Pour moi, l'affiliation, donc le fait de, par exemple, proposer vos produits à des affiliés sur d'autres pages Instagram, etc., ça, pour moi, ça marche, mais ça ne marche qu'uniquement si jamais vous êtes vraiment un très très gros entrepreneur en termes de personal brand, parce que sinon ça sera pas assez puissant pour que ça convertisse, donc c'est pas du tout ce que je recommande au début. Ouais, il faut un très très haut niveau de viralité, hein, parce que sans ça, de toute façon, ça fonctionne pas. Andrew Tate ça a marché parce que déjà parce qu'il avait pas le choix, il avait plus de compte sur les réseaux, donc c'était son seul moyen de vendre, et parce qu'en fait la moindre de ses vidéos était ultra virale, donc forcément. Avant dernière question, et après on s'arrêtera là-dessus. Moi j'aime bien dire qu'une vidéo ou un contenu qui fonctionne, c'est un contenu qui est relatable, c'est-à-dire que un contenu qui pète, c'est parce qu'on a envie d'en parler à nos potes, à nos amis, à notre famille, à nos associés. Toi, c'est quoi, selon toi, l'élément ou les éléments clés qui vont permettre de créer un contenu qui va être relatable, viral et qui va péter sur les réseaux? Première chose, avoir un bon hook. Le hook, c'est les 3 premières secondes de ta vidéo. Il faut que tu aies un hook qui soit dans ton discours, mais soit aussi qui soit... soit un hook qui va être dans ton... Et ce hook-là, il peut être soit dans ton discours, dans ce que tu vas dire, dans les premières phrases, soit ça peut être aussi un hook qui va être visuel. Typiquement, par exemple, tu vas avoir un mouvement ou quelque chose comme ça directement. Après, ce qui va marcher pour moi, c'est de réussir à créer une vibe dans la vidéo où la personne va se sentir immergée directement dans ton contenu. Et ça peut être fait à travers du storytelling, un bon montage, des transitions, etc. Tu vois. Nickel. Dernière question. Parce que les gens ont envie de savoir, tu vois, on est des experts sur le personal branding, mais des erreurs on en a fait. C'est quoi, toi, l'erreur qui t'a coûté le plus cher sur ton personal branding? Arrêter cette chaîne YouTube. Sans aucun doute. J'ai arrêté pendant 1 an et demi YouTube, c'est la pire erreur que j'ai pu faire. Même une des pires, je pense, dans le business. YouTube, ça... J'ai eu 40 000 abonnés, je dis ça, j'ai pas des millions d'abonnés, hein, mais ça montre la puissance, ça a changé ma vie. Genre, tous mes clients quasiment que j'ai eu dans ma vie sont venus grâce à YouTube ou grâce à Instagram. J'ai jamais été rentable réellement sur de l'ADS ou quoi, tu vois. Ça a été que à travers l'organique. Et YouTube, en dehors de ça, ça m'a permis de créer des connexions avec des personnes incroyables. Par exemple, j'ai des personnes qui suivent les 24 heures, tu vois, des fois, que je rencontre. Et ce que je kiffe surtout dans ces rencontres-là, c'est qu'à chaque fois, quand j'en rencontre, et d'ailleurs, si jamais un jour on se croise quelque part ou quoi, n'hésitez pas à venir me voir, à échanger, ce serait avec grand plaisir. Ce que j'aime et ce que je demande à chaque fois à la personne, c'est premièrement comment elle s'appelle, mais après, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, pour m'intéresser un peu et voir quel type de personne aussi on attire. Et à chaque fois, je croise des gens qui font des professions de ouf, qui ont des business, qui sont avancés, qui sont smart ou qui ont des super belles ambitions. Et ça, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer, tu vois, de partager. Vraiment, de partager, c'est ce qui me fait kiffer, genre, tu vois. Plus encore que l'aspect business, etc. C'est vraiment le fait de partager un parcours, de faire découvrir des potes à moi, on va dire, que je trouve super inspirants à la communauté, etc. Et pour moi, la plus grosse erreur, ça a été d'arrêter. Parce que quand j'ai repris YouTube, ça a été compliqué. Tu vois, quand j'ai arrêté, je faisais en moyenne entre 20 et 500 000 vues par vidéo. J'ai arrêté pendant 1 an et demi. Quand j'ai repris YouTube, mes vidéos, elles faisaient genre 800 vues. Tu sais, j'avais l'impression d'être reparti à zéro. Alors j'avais bossé dessus de base, tu vois, j'avais sorti quand même beaucoup de vidéos, j'étais passé de 0 à 30 000 abonnés. Et quand j'ai repris, bah en fait, j'ai ramé complètement. Et j'avais un peu ce syndrome, genre tu sais, où j'avais peur de revenir. Parce que vu que j'étais un entrepreneur expert du personal branding, je me disais, bah si ma vidéo, quand je reviens, elle fait 1000 ou 2000 vues, putain, genre peut-être la honte ou quoi, tu vois. Et du coup, je repoussais un peu. Et quand j'ai repris, bah ça a fait ça. Et je me suis dit, bon bah ok, bah c'est l'occasion aussi de repartir, entre guillemets, de zéro. Parce que même si jamais aujourd'hui, j'avais déjà ma communauté, bah en réalité, c'était quand même un second démarrage. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les algorithmes, ils ont changé. Ils commencent de plus en plus à changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les algorithmes, avant, quand tu avais une communauté, ils te poussaient beaucoup plus. Maintenant, ils te poussent beaucoup plus sur la qualité de ton contenu. C'est pour ça que, par exemple, typiquement, tu as des comptes TikTok qui vont faire sur certaines vidéos, des fois, des 1 million de vues. Et la vidéo d'après qui peut faire 500 vues, tu vois. Pourquoi ? Parce que les algorithmes aujourd'hui se basent plus sur la qualité du contenu, la rétention, etc., que sur le fait de est-ce que tu as déjà une grosse communauté ou quoi. Et ça, c'est super pour les jeunes créateurs aussi, parce que ça rabat un petit peu les cartes aujourd'hui, et ça permet aussi aux nouveaux de pouvoir percer avec du contenu justement de qualité. Donc bien évidemment, quand vous avez une grosse communauté, vous êtes toujours un peu avantagé, parce que vous avez une base qui va vous suivre, qui va donner l'impulsion, mais c'est pas forcément suffisant. Et donc moi, quand j'ai repris, ça a été extrêmement dur, et le format qui a fait que ça a remarché, ça a été vraiment le 24 Hour Wiz,
Et voilà, et là on en est là aujourd'hui, et vous regardez cette vidéo, et c'est que le début de la chaîne YouTube. Je veux vraiment qu'on reprenne encore plus. J'ai vraiment envie aussi qu'on apporte plus de contenu business, plus de contenu sur le personal branding vraiment spécifique, des vidéos vraiment sur des thématiques clés qui pourraient vous aider. Et pour ça, j'ai vraiment envie qu'on le fasse avec vous. Donc n'hésitez pas directement à me dire en commentaire de cette vidéo quel type de sujet, de contenu de vidéo vous aimeriez voir. Si jamais vous souhaitez pouvoir vous former plus en détail, j'ai aussi fait directement une vidéo où je vous explique concrètement les 3 étapes que moi j'ai mis en place quand j'ai voulu passer mon offre de coaching, de consulting de 50 € à 500 € de l'heure. Et qu'est-ce qui m'a permis concrètement de pouvoir le faire? Cette vidéo, elle se trouve directement dans le premier commentaire de cette vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à la regarder. Pareil, elle est complètement gratuite et c'est un petit peu la suite de ce contenu-là. Si jamais tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure avec Chris, ça vous parle. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On en refera une, je pense, Avec plaisir. dans ce style-là, si ça les a fait kiffer. Et voilà, l'équipe, on se retrouve dans la prochaine vidéo YouTube.